Bonjour à tous, on laisse quelques minutes à tout le monde le temps de pouvoir se connecter, que les partages d'écran puissent se faire un peu partout. Donc oui, bonjour à tous. Là, je vois qu'on est à peu près déjà 50 personnes connectées. A priori, il y avait 130 inscrits, donc on va attendre encore peut-être une toute petite minute. Et puis, on est très heureux avec Jean de vous accueillir pour, je ne sais plus la combienième édition des webinaires du GIR6OO, avec pour cette édition une session spéciale apport méthodologique. Et on est très heureux d'accueillir deux équipes ultramarines qui se présenteront à tour de rôle lorsqu'elles commenceront les présentations. Je vais laisser peut-être à Jean expliquer les modalités pratiques d'interaction avec les intervenants. Donc de manière très pratique, n'hésitez pas à poser vos questions. Il y a un onglet chatter et un onglet questions-réponses. Avec Sophie, on regardera ces deux onglets et puis on pourra, à la fin de la présentation, à la fin de chacune des présentations, poser vos questions directement à nos experts du jour qui vont nous présenter leur à la fois un plan méthode, à la fois une intervention sur la partie méthodo et aussi de la manière un peu plus pratique, des exemples concrets de ces études expérimentales et quasi expérimentales. Donc, comme vous l'avez compris, ça se déroulera en deux étapes. La première partie qui sera présentée par l'équipe du CHU de la Guadeloupe sur les études expérimentales et ces cliniques randomisées contrôlées. Et à ce moment-là, après cette première partie, on prendra un temps d'échange, de réponse à vos questions. Et puis ensuite, il y aura l'équipe du CHU de La Réunion qui présentera une méthode quasi expérimentale. Je pense qu'on peut peut-être commencer. Bon webinaire à tous. Bon webinaire. Bonjour, merci beaucoup pour cette introduction. Donc, nous sommes ravis de commencer cette présentation. Donc, je passe la parole à ma collègue qui va se présenter ensuite. Bonjour à tous, bienvenue. Je suis Gaëlle Farasman, je suis infirmière cadre de santé et je suis le coordonnateur de la recherche paramédicale du CHU de Guadeloupe. Donc, moi, c'est Guylaine Cancel, médecin de santé publique dans le département de recherche du CHU de la Guadeloupe. Donc, je vais essayer de faire vite pour ne pas trop perdre du temps. Donc, nous allons présenter les études expérimentales. Et donc, l'objectif pédagogique de cette partie est qu'à la fin de ce webinaire, les participants seront capables de comprendre ce qui est un essai contrôlé randomisé, identifier les principes clés d'un ECR, reconnaître les étapes principales de la conception d'un essai et dans le domaine paramédical. Donc, il y a deux grands types d'études qu'on a pu identifier, donc les études observationnelles et les études interventionnelles. Comme le nom l'implique, dans les études observationnelles, nous avons surtout des études descriptives qui nous permettent de décrire un état de santé, mais aussi des études analytiques. Aujourd'hui, nous allons nous concentrer sur les études interventionnelles, donc les études évaluatives qui nous permettent d'évaluer un traitement ou une intervention sur un état de santé. Donc, pourquoi parle-t-on d'études expérimentales? Puisque tout simplement observer ne suffit pas toujours. Pour prouver, il faut aussi expérimenter. Et là, c'est important de garder la balance entre observation et expérimentation. Il y a quelques exemples. Par exemple, une nouvelle technique de pansement réduit, elle, la douleur. Voilà. Donc, pourquoi les études expérimentales sont essentielles pour la pratique paramédicale? Je citais un exemple tout à l'heure. Donc, c'est par exemple d'évaluer l'efficacité d'un nouveau protocole de mobilisation précoce, d'un pansement, d'une méthode de rééducation. Donc, le champ, il est assez vaste dans la recherche paramédicale. Les notions clés sont intervention, comparaison, effet causal. Et l'objectif, c'est aussi de situer les ECR dans la hiérarchie des preuves. Donc, peut-être vous connaissez cette pyramide qui montre les différents niveaux de preuves des différents types d'études que nous pouvons avoir, avec tout en haut les méta-analyses suivies par les essais contrôlés randomisés qui sont le sujet d'aujourd'hui, de
de ce webinaire. Donc, ici, encore une autre présentation de l'hierarchie d'épreuves où on voit où se situent les essais contrôlés randomisés. Donc, ce sont des études qui peuvent prouver une causalité, mais il faut quand même veiller à ne pas faire des généralités trop vite. Voilà, donc la différence entre observationnel versus expérimental. Donc, dans l'observationnel, on observe ce qui se passe naturellement. Par exemple, on suit les patients sur leur traitement habituel. Et dans l'expérimental, on intervient et on compare les effets. Par exemple, on teste un nouveau protocole de soins. Donc, le message clé qu'on souhaite vraiment faire passer, c'est que l'étude expérimentale permet de tester une hypothèse causale. Donc, qu'est-ce que c'est exactement? La définition simple, c'est qu'un essai contrôlé randomisé compare 2 interventions ou plus chez des participants repartis au hasard dans les groupes. Et cela est basé sur 3 piliers. Contrôle, donc il y a un groupe témoin pour comparer, une randomisation qui est une répartition aléatoire des participants pour éviter un biais et un suivi rigoureux pour permettre une validité scientifique. Donc, voici donc un schéma d'une étude expérimentale où on voit tout au début la sélection des participants, le moment de randomisation où on fait une mesure de l'état de base. Groupe A reçoit traitement A, groupe B reçoit traitement B et voilà, on mesure l'effet via les critères de jugement. Donc, les principes fondamentaux d'un essai contrôlé randomisé, c'est de comparer l'effet d'une intervention à un contrôle dans des groupes constitués par tirage au sort. Et les éléments essentiels sur lesquels on se base, ce sont les questions PICO, population, intervention, comparateur, outcome. Et donc, une randomisation, cela évite le biais de sélection. Le groupe contrôle reçoit un placebo ou les soins habituels ou une autre intervention. L'aveuglement simple ou double qui limite le biais d'évaluation et une analyse en intention de traiter pour préserver la comparabilité des groupes. Donc, encore une fois, pourquoi comparer? Cela permet une imputation causale. C'est le nouveau traitement qui a entraîné l'amélioration, c'est ce qu'on souhaite montrer, et que le traitement est la cause de l'amélioration, donc un jugement de causalité. Avec le minimum d'erreurs sur les valeurs observées, avec une supériorité observée, mais ce qu'il faut éviter, bien sûr, ces erreurs qui sera peut-être due au hasard, ce qu'on appelle le risque alpha, ou une supériorité qui est non mise en évidence alors qu'elle est existante. Là, on parle de risque bêta. Et là, dans ce critère-là, on parle de jugement de signification statistique. Donc, ce qui est essentiel, c'est le maintien de la comparabilité de ce groupe au cours du développement de l'essai. Donc, de nombreux phénomènes peuvent modifier unilatéralement les groupes à comparer. Par exemple, via la présence de thérapeutiques complémentaires, une surveillance qui est irrégulière qui est différente selon le groupe, ou des sujets qui sont perdus de vue ou suite à un abandon de l'étude. Donc, ça entraîne une perte de la comparabilité des groupes au moment de l'analyse et la différence finale observée sur le critère de jugement d'efficacité ne pourra pas être attribuée au traitement. Et pour garder cette comparabilité des groupes, il faut passer à des procédures standardisées pour la prise en charge des patients, quel que soit le groupe de randomisation. Donc, il faut s'assurer que la prise en charge et la mesure de critères de jugement sont effectuées de manière identique pour tous les patients. Et il faut avoir une bonne maîtrise des perdus de vue et du respect du protocole. Donc, le moyen pour maintenir cette comparabilité, c'est de faire des essais en double aveugle et des analyses en intention de traiter. Donc, c'est quoi cet aveuglement ou c'est quoi le test en aveugle? Donc, simple aveugle, c'est que le malade ignore le traitement reçu. Un double aveugle, c'est l'investigateur, donc l'équipe soignante, le médecin et le malade, les deux ignorent le traitement reçu. En triple aveugle, c'est en plus de ça, la personne qui fait les analyses statistiques et on ne connaît pas le traitement reçu. Et il y a aussi la possibilité pas d'aveugle, donc essai en ouvert ou non-blinded, comme on l'appelle en anglais. Et ceci nécessite souvent l'utilisation d'un placebo. Voilà. Pour réaliser l'essai en double aveugle, les traitements à comparer sont indiscernables pour le patient comme pour l'équipe soignante. Ceci permet un comportement identique vis-à-vis de malade tout au long de l'essai et une évaluation neutre, donc objective de l'efficacité de traitement et des effets secondaires. Ceci contrôle certains biais de sélection, de classement et de confusion.
Donc, cet aveuglement limite le risque de biais et surtout un biais lié à l'administration des traitements au suivi des sujets. Puisque s'il n'y a pas cet aveuglement, les deux groupes de malades qui reçoivent des traitements différents, donc certaines inégalités peuvent s'introduire de la part de l'équipe soignante, par exemple, lors de l'administration ou l'observance de traitement et de son entourage ou du médecin, de l'équipe soignante, lié à la connaissance du groupe de traitement. Il y a aussi le biais lié au recueil du critère de jugement, surtout si c'est subjectif. Par exemple, l'intensité de douleur qui est évaluée par l'échelle EVA. Donc, qu'est-ce qui se passe si le participant a connaissance de son groupe de traitement? Ceci peut influencer sa participation dans l'étude et sa réponse au traitement. On connaît tous le pouvoir de la psychologie dans le soin. Donc, ça dépend du type de pathologie étudiée et la nature de traitement. Et cela peut faire une très grande différence en psychiatrie, par exemple, ou d'autres pathologies comme l'asthme, le cancer. Et qu'est-ce qui se passe si l'équipe soignante est au courant de traitements reçus? Cela peut influencer ou peut modifier les posologies, l'intensité du suivi, poursuite du traitement, surtout après un effet secondaire par exemple, ou une association à d'autres thérapeutiques, et aussi l'attitude de participants. Par exemple, si l'équipe soignante est très enthousiaste vis-à-vis de traitements reçus. Et en dernier point, si la personne qui mesure le critère de jugement au courant du traitement, cela peut influencer la nature du jugement, le jugement clinique ou psychiatrique, et ça peut être même vrai pour des critères qui sont jugés objectifs comme l'infarctus. Le biais est minimum si le critère est un décès, par exemple. Donc, la validité interne, prochain point, donc c'est la capacité à déterminer si X a réellement causé Y plutôt qu'un facteur caché qu'on appelle Z. Donc, la validité interne est la mesure dans laquelle vous pouvez croire que les résultats de votre étude reflètent fidèlement les relations de cause à effet. Donc, la phrase ce qu'on peut se dire, c'est « puis-je être sûr que ma variable indépendante a réellement causé les changements observés dans ma variable dépendante ». Donc, il y a quelques caractéristiques d'une validité interne élevée. Par exemple, s'il y a une séquence temporelle qui est claire, donc la cause précède l'effet, une relation solide et cohérente, des groupes de contrôle appropriés, une assignation aléatoire, donc on a parlé randomisation, le contrôle expérimental, une prise en compte des variables confusionnelles et la validité des conclusions statistiques qu'on fait à la fin. Donc, encore une fois, la randomisation, l'obtention de groupes de contrôle, l'aveuglement, les procédures normalisées, standardisées, des mesures multiples de contrôle statistique, des mesures avant-après qu'on peut avoir, des essais pilotes et le test de manipulation. Donc, une étude expérimentale de façon globale, c'est une intervention prospective où l'expérimentateur maîtrise les conditions d'exposition à un facteur et le but, c'est d'évaluer l'effet de ce facteur. Donc, il y a une maîtrise, j'ai envie de dire complète, mais ce n'est pas toujours le cas, mais voilà, dans le meilleur des cas, c'est une maîtrise complète des conditions d'exposition de ces participants. Et les groupes sont constitués, sont suivis puis comparés en ce qui concerne l'incidence de l'événement étudié. Donc voilà, je ne répète pas ce que j'ai déjà dit, donc contrôler en double aveugle randomisé. Donc les essais contrôlés sont des schémas idéaux pour étudier la relation entre une exposition à une caractéristique et la survenue d'un événement. Les groupes qui sont comparés ne diffèrent que par un seul caractère, qui est l'exposition. Et ce type d'étude n'est pas possible pour des raisons d'ordre éthique dans certains cas. Voilà, donc... L'expérimentation dont l'objectif principal est d'estimer l'effet d'un traitement de façon précise et valide chez les êtres humains. Ceci repose sur une organisation rigoureuse, une méthodologie adaptée qui suit plusieurs phases successives. Bien sûr, ça se repose sur des règles éthiques qui sont en conformité avec la législation et qui visent à fournir une réponse précise aux questions posées. Donc, nous avons la population d'études, donc la population cible qui est la population à laquelle on pourra proposer le nouveau traitement s'il s'avérait efficace et bien accepté. La définition de la population cible dépend de la phase de développement du traitement et la population d'études doit être aussi représentative que possible de cette population cible. Il y a un schéma qui illustre mieux ce que je viens de dire et les critères d'éligibilité se déclinent en critères d'inclusion et des critères de non-inclusion.
Donc, céder le secrétaire quantitatif pour caractériser au mieux la population cible et donner des indications sans ambiguïté aux investigateurs pour sélectionner les patients. Donc, l'exactitude des critères d'éligibilité. Donc, ici, on voit la population d'études qui est tirée d'une population cible. Donc, les critères de jugement, j'en ai parlé tout à l'heure, ce sont des critères qui doivent avoir deux propriétés essentielles, à la fois qu'ils soient fiables et avoir une pertinence clinique. Donc, un critère est fiable s'il évalue toujours le même état de la même façon, indépendant de l'investigateur et des conditions de mesure. Et un critère a une pertinence clinique si c'est qu'il mesure fait réelle différence dans la vie du patient et dans sa prise en charge. Concernant le calcul de taille de l'essai, c'est le nombre minimum de sujets à inclure pour pouvoir mettre en évidence une différence, si elle existe. Et c'est important de le calculer, bien entendu, avant le début de l'essai et qui est reposé sur les techniques statistiques. Et la différence attendue doit être d'une différence clinique d'intérêt et pas seulement statistique. J'ai parlé tout à l'heure de risque alpha et risque bêta qu'on prend en compte. Je vais faire vite vu qu'on a perdu un peu de temps en avant. Et voilà, ce sont les risques qui peuvent intervenir dans un essai clinique. La randomisation, c'est un tirage au sort qui permet une attribution aléatoire du bras de traitement. Pourquoi c'est essentiel de faire une randomisation? Donc, le principe, c'est le hasard qui équilibre les groupes. Et le but, c'est d'éviter que les différences liées à l'âge, au sexe, à la gravité puissent avoir un effet sur ces contrôles de mesure. Donc, le résultat, c'est de voir si la différence observée est vraiment liée à l'intervention. Donc, voilà. Donc, pourquoi on randomise? C'est afin que la différence observée à la fin entre les deux groupes soit bien le reflet de l'effet du traitement. Sinon, s'il existe une différence initiale entre les deux, rien ne garantit que la différence finale est bien due à l'effet du traitement et pas à des facteurs de confusion. Donc, lors de l'analyse de données, donc, la prise en compte des données manquantes, c'est toujours l'enjeu dans les études expérimentales, de façon globale dans les études de recherche. C'est lorsque le critère de jugement n'est pas mesuré, il faut classer ces données manquantes comme échec. Et ça minimise la différence entre les deux groupes car on minimise la proportion de succès dans chacun de groupes. Donc, de la théorie à la pratique, ce qui était annoncé au début, quelques conseils pour se lancer. Donc, il faut commencer petit, peut-être par un projet pilote, une étude de faisabilité et collaborer en équipe avec un chercheur, un méthodologiste et respecter les bonnes pratiques. Donc, d'avoir un protocole écrit, une autorisation éthique, collecte rigoureuse de données. Il y a des ressources qui sont disponibles, par exemple de MOOC, mais aussi des guides méthodologiques des CHU, du GERSI ou de la HAS. Donc, les grandes étapes d'un essai, c'est de trouver une question de recherche claire, définir les critères de jugement, sélectionner les participants, appliquer la randomisation, collecter les données et analyser le résultat. Donc, maintenant, je passe la parole à ma collègue Gaëlle qui va vous parler d'un exemple concret. Merci, Mylène. Donc, on a bien évidemment tous ces apports théoriques. L'important pour nous, c'est de vous démontrer aussi, dans une étude réelle, comment tous ces éléments et cette méthodologie a été mise en pratique. On s'est appuyé sur les travaux de l'équipe Atala, Côté et Bécarian qui, en 2019, ont publié dans la recherche en soins infirmiers l'évaluation des effets d'une intervention infirmière sur l'adhésion thérapeutique des patients diabétiques de type 2. Il est important de comprendre que dès le départ, et ça on l'a dit, quels sont les objectifs de l'étude. Bien évidemment, les hypothèses et les objectifs sont essentiels pour déterminer la méthodologie et les tests statistiques les plus appropriés pour répondre à la question. On l'a vu tout à l'heure, en premier lieu, définir la question PICO et ensuite donc, identifier la population, l'intervention, le critère principal pour ensuite décrire rapidement le déroulement avec l'inclusion, la randomisation, l'intervention, la mesure et permettre l'analyse en effet des données. On vous démontrera notamment, parce qu'il faudra en tenir compte, les défis pratiques dont il faut tenir compte et qui peuvent en effet s'assérer et se surajouter. L'objectif est bien évidemment, dans les ECR, de montrer comment transformer, là on va vous démontrer comment transformer l'idée clinique en protocole expérimental réaliste. Alors, on a dit l'élaboration de la question PICO. Alors, PICO, on rappelle la population donc, va être identifiée. Dans cette étude, il s'agit donc de patients atteints de diabète de type 2. L'intervention,
Ça va être une intervention infirmière éducative visant à améliorer l'adhésion thérapeutique des patients. Le C, le contrôle avec des soins standards, sans intervention spécifique. Et notre outcome, qui va être donc, notre comparaison, hein, ça va être le comportement d'auto-soin, notre critère principal d'auto-soin des participants et la valeur glycémique. Rappelons l'objectif de recherche, donc ça va être d'évaluer les effets d'une intervention infirmière éducative destinée aux personnes présentant un diabète de type 2 sur leur sentiment d'auto-efficacité et sur leur comportement d'auto-soin afin de rendre leur adhésion thérapeutique, autrement dit le contrôle glycémique, la plus optimale possible. Les hypothèses de recherche, suite à l'implantation de l'intervention infirmière éducative, le sentiment d'auto-efficacité des patients sera plus élevé chez le groupe expérimental que chez le groupe contrôle. Suite à l'implantation de l'intervention infirmière éducative, les comportements d'auto-soin des participants seront plus élevés dans le groupe expérimental que dans le groupe contrôle. Et troisième hypothèse, suite à l'implantation de l'intervention infirmière éducative, la valeur glycémique HbA1c des participants du groupe expérimental sera plus basse que celle du groupe contrôle. Pour détailler en effet les éléments du protocole, on l'a vu, hein, il nous faut donc des critères d'inclusion. Donc, il va s'agir de patients âgés de 18 ans et plus qui présentent un diabète de type 2 traité par des ADO depuis moins d'1 an. Notre étude était réalisée au Liban. Il était attendu que ces patients parlent le libanais, lisent et écrivent l'arabe et avant un taux d'HbA1c supérieur ou égal à 7% au cours des 3 mois précédant l'étude. Et le consentement éclairé du patient était donc recueilli pour constituer en effet notre dernier élément de l'inclusion. Les critères d'exclusion étaient donc étaient exclus les patients qui présentent un déficit intellectuel ou un problème psychologique non contrôlé et non médicamenté qui pourrait donc compromettre leur participation. Les participants donc, sont randomisés en 2 groupes à l'aide d'un logiciel de randomisation. Le groupe expérimental est constitué de participants donc, bénéficiant de l'intervention avec des séances d'éducation de l'infirmier et le groupe contrôle, c'est-à-dire des participants recevant les soins habituels. Alors, un schéma pour reprendre en effet les différentes étapes de cette étude. Donc, les patients éligibles, donc au regard des critères d'exclusion, étaient donc assignés par randomisation, constitution des 2 groupes, le groupe expérimental, le groupe contrôle. Donc, le groupe expérimental a reçu donc 2 séances d'éducation de 3 heures sur des thématiques diverses, ce qui est le diabète, l'hyperglycémie, l'hypoglycémie, les complications du diabète, l'autocontrôle, la nutrition. L'infirmier utilisait des méthodes de pédagogie active et il bénéficiait aussi de séances de suivi d'appels de 5 appels téléphoniques et ça constituait donc cette intervention infirmière. En comparaison, le groupe contrôle recevait donc les soins usuels dispensés aux patients diabétiques suivis. À distance, à 3 mois, donc on avait en effet à 3 mois après la collecte de base, était réalisée en effet donc, cette analyse et donc cette comparaison entre les 2 groupes. Donc, les évaluations seront réalisées, on l'a vu donc, au début de l'étude, ce qu'on appelle le baseline, on l'a vu tout à l'heure avec Guylaine, et ensuite à 3 mois après l'initiation de l'intervention. Les critères d'évaluation étaient donc l'adhésion thérapeutique du patient, évaluée à partir du marqueur biologique, donc HbA1c, les comportements d'auto-soin basés sur le Summary of Diabetes Self-Care Activities Measure, et l'auto-efficacité basée sur le Diabetes Management Self-Efficacy Scale. L'analyse des résultats se fera par des méthodes statistiques donc adaptées, la comparaison des groupes par des tests type de student ou le T2 pour les variables continues et l'analyse de variance à 3 mois afin d'évaluer une différence d'évolution entre nos 2 groupes en lien avec le score d'auto-efficacité. On a bien vu, en effet, on a identifié donc, les défis pratiques au regard de cette étude parce qu'il faut aussi en tenir compte. Un des premiers défis, le temps, parce qu'il peut y avoir des perdus de vue, on l'a vu tout à l'heure dans la présentation de Guylaine, avec des abandons. Et dans les perdus de vue, notamment dans cette étude, certains évoquaient le manque de temps, la fatigabilité, le déplacement, des déplacements difficiles pour quitter le travail et pour en effet bénéficier des interventions. Et bien évidemment, le temps peut être aussi un véritable défi parce qu'il va falloir tenir compte de la conservation de la motivation des études impliquées dans la durée de l'étude qui peut être plus ou moins longue. Un autre défi, l'éthique, s'assurer du consentement éclairé de la confidentialité des données des participants
Et bien évidemment, pour en effet la mise en œuvre du protocole, il va falloir donc tenir compte de l'évaluation de la sécurité du protocole en ayant au préalable consulté un comité d'éthique pour s'assurer que les risques ont été correctement évalués et communiqués. Un autre élément essentiel, c'est d'être sûr d'avoir donc la disponibilité de ressources humaines formées. On a parlé d'intervention infirmière et d'éducation, donc en effet que les infirmiers qui interviennent aient les éléments et les compétences nécessaires pour conduire en effet et participer à cette étude. Et après, on parle dans l'environnement, c'est aussi tenir compte de situations de collaboration, peut-être avec la collaboration avec un ARC ou un infirmier de recherche clinique pour le recueil de certaines données. Ok, passons maintenant à l'interprétation des résultats qu'on peut obtenir. Donc, comment interpréter donc, un essai? De façon globale, c'est le p-value, c'est défini comme 0,05, ce qui montre qu'un résultat est statistiquement significatif. Mais attention, la signification clinique est tout aussi importante. Il ne faut pas garder ça. Pas oublier ça, il faut garder ça en tête. Il faut toujours se demander, est-ce que l'effet est reproductible? Est-ce que c'est applicable à ma population? Et est-ce qu'il y a un bénéfice réel pour le patient? Donc, pour presque conclure, le rôle des soignants paramédicaux dans un ECR. Donc, les soignants peuvent avoir différents rôles. Ils peuvent proposer leurs propres projets expérimentaux en tant qu'investigateurs. Ils peuvent participer à la mise en œuvre d'un protocole, contribuer à la collecte de données, être des acteurs de la recherche clinique. Donc, ça peut être vraiment très, très varié en fonction des motivations de chacun. Donc, qu'est-ce qu'il faudra retenir? Un ECR, il s'agit de la méthode la plus fiable pour évaluer une intervention. Elle nécessite rigueur, éthique et travail d'équipe. La recherche, ça se fait toujours en équipe. C'est très difficile de le faire seul. Les soignants paramédicaux ont un rôle clé dans la réussite d'une étude. Il faut garder en tête qu'il faut maintenir la comparabilité pour maîtriser les biais, standardiser les conditions et les procédures de mesure pour une utilisation d'une définition homogène et consensuelle. Il faut former les investigateurs qui vont réaliser les mesures. Ça peut être via le JRC, par exemple, qui propose des formations comme les bonnes pratiques cliniques, par exemple. Et il faut mesurer les critères issus du groupe de traitement. Donc, encore une fois, ça se base sur rigueur, collaboration et éthique. Donc, on vous remercie beaucoup pour votre attention. Je m'excuse vraiment pour le bug du début. J'ai dû faire un peu vite, mais je préférais garder un peu de temps pour la fin, pour vos questions. Donc, si j'ai sauté certaines parties, je m'excuse. Et le but, c'est vraiment de pouvoir discuter de ce qu'on vient de vous présenter tous ensemble. Merci à tous. Vous êtes encore là, on espère. C'est pas vrai, c'est encore sauté. Oui, on est là, il y en a même qui se sont connectés entre-temps. Donc, on avait peur. Merci pour cette présentation très complète et effectivement calée en un temps record. Donc, moi, je pense que j'ai bien compris. Et puis, avec des termes, c'était bien les messages clés, vraiment, ce qui est vraiment très important à retenir et à quoi ça sert, etc. Je pense que le support qui accompagne votre présentation sera aussi très utile pour les participants, je pense, pour qu'ils les regardent à tête reposée. Si vous acceptez à terme de le diffuser, de le mettre à disposition pour les étudiants, je crois que ça a été proposé tout à l'heure. Je vois une question, mais alors, je ne sais pas, peut-être que je n'ai pas suivi, c'est une personne qui demande combien de patients ont été inclus. Du coup, ça, je pense que ça concerne Gaëlle. Exactement, 136 patients. Et donc, en effet, vous avez de toute façon la ressource et en effet la bibliographie dans notre diaporama. Et ceux qui veulent en effet de toute façon relire et revoir les éléments de l'étude, vous pourrez de toute façon, ce sera disponible dans le diaporama qu'on soumettra. Je ne sais pas, peut-être qu'en attendant de voir les questions qui
qui arrivent. J'avais moi une question pour Guylaine. Comment ça se passe, par exemple, au CHU de Guadeloupe ou quoi, quand vous recevez l'équipe pour amener finalement la plupart des équipes auxiliaires médicaux ou quoi sont pas nécessairement familiers avec tout ce qui est ce type de plan expérimental. Comment vous les accompagnez ou sur ce volet-là? Alors, au sein de la DRCI, nous avons 2 cellules, la cellule promotion et la cellule méthodo biostat et data management. Donc, ça dépend aussi de la porte d'entrée. Donc, souvent, ça se fait via des appels à projets de différents types. Donc, les porteurs de projets contactent la DRCI via la cellule promotion en prime abord afin de situer un peu la recherche, de donner de les guider de façon de placer l'étude selon la réglementation. Et ensuite, il y a un accompagnement méthodologique, qui est la cellule méthodo biostat data management, où on accompagne les porteurs de projets. Et voilà, on échange avec la cellule promotion. Donc, ils sont toujours accompagnés du début jusqu'à la fin. Donc, de l'idée, rédaction du protocole, comme je dis, la cellule promotion, tout ce qui est réglementation, budget nécessaire. Et ensuite, avec pour la mise en place de soutien, la cellule soutien investigateur avec les ARC, les TEC qui peuvent soutenir les porteurs de projets. Donc, c'est un Et par exemple, est-ce que souvent on est dans des études non médicamenteuses, pour constituer, c'est souvent chez nous ce qu'on voit, ce qui est compliqué, c'est le groupe contrôle. On ne peut pas vraiment faire de placebo dans le sens, dans sa terminologie comme on l'entend. Comment vous accompagnez, quelles sont les possibilités par exemple? Quels seraient vos conseils? Même par exemple pour l'éducation thérapeutique, comment… Alors, j'ai très peu accompagné des études de la recherche paramédicale. Est-ce que tu as des exemples? Alors, ouais. Vas-y. Alors, de toute façon, c'est… comment dire? De toute façon, si la recherche ne s'apprête pas pour faire une étude interventionnelle, on essaye de faire… comment dire, que ce soit au niveau de la cellule promotion, la méthodo, de trouver une façon au mieux adapter en fait la question de recherche dans la façon comment on veut mener cette étude. Donc, j'ai envie de dire si en soi, c'est pas en fait, ouais. C'est difficile de répondre parce que si on n'a pas cette possibilité de faire une étude en groupe contrôle, que ce soit en placebo, il faut essayer de trouver… peut-être les réunionnais, ils auront une réponse à cette question avec les études quasi expérimentales. Alors, là, il était évoqué du coup notamment l'éducation thérapeutique. Et je pense qu'on peut même faire le lien avec du coup l'étude sur laquelle on s'appuie. Je pense que de toute façon, les effets ou en tout cas ce qui va être apporté, en fait, c'est pas du tout du rien, j'ai presque envie de dire. Et finalement, ça va être du complément et des effets ou en tout cas des interventions complémentaires parce qu'en effet, on n'aura pas ni du placebo ni des patients qui bénéficient pas d'intervention. Je crois que de toute façon, ça va être peut-être pour proposer du plus et renforcer des interventions, notamment des interventions infirmières, une modification d'une thérapeutique ou en tout cas peut-être, on a parlé de l'exemple des pansements où ça va être peut-être pour changer et évaluer une nouvelle méthode, mais ça va être finalement toujours basé sur des éléments qui vont être de toute façon éthiques et qui vont être déjà évalués au départ sans pour autant, j'ai envie de dire, dévaloriser un groupe ou par rapport à un autre. Je crois qu'on va juste à chaque fois rajouter des éléments complémentaires et c'est un petit peu ce qui est aussi mis en avant dans l'étude qu'on a proposée, c'est-à-dire que sur des éléments de base et des interventions infirmières de base, ils ont rajouté des éléments pour en effet garder un complément ou un programme d'accompagnement plus performant.
Si on peut rajouter, effectivement, c'est compliqué de trouver un placebo pour les interventions non médicamenteuses et en fait, ça dépend du type d'INM. Je sais qu'avec Daniel, on a préparé un projet là sur la musicothérapie et quand même de plus en plus, on essaie dans le bras contrôle de ne pas juste faire prise en charge classique, mais quand même de trouver quelque chose et donc, tu avais trouvé les bruits blancs, c'est ça? Ouais. Voilà, donc tout dépend. Pour l'acupuncture, je sais que ça peut être possible en piquant voilà, sur des points qui ne sont pas justement les points d'acupuncture. Parce que ça dépend vraiment voilà, de l'INM, mais pour certaines, voilà, on peut quand même essayer de trouver quelque chose. Et en tout cas, nous maintenant, c'est vrai qu'on essaie de plus en plus de mettre quelque chose dans notre bras contrôle. Ouais. Jean, est-ce que tu as une question ou est-ce que tu repères d'autres questions dans bon, ça y est, le ça a chat? fait démarrer les questions en tout cas. Il y a une question un peu plus éthique peut-être. Sur le plan éthique, est-ce que les patients du groupe témoin bénéficient en gros toujours des mêmes soins à long terme si l'effet positif ou bénéfique est prouvé dans l'étude? Je n'ai pas tout entendu. Est-ce qu'ils bénéficient toujours des mêmes soins? Est-ce que tu peux répéter, Jean, la question? Sur le plan éthique, si dans l'étude, en fait, c'est démontré que c'est positif, l'effet de l'intervention, est-ce que c'est partagé, enfin, est-ce qu'après, toujours, tout le monde bénéficie de l'intervention, même ceux qui étaient dans le groupe témoin? C'est pas démontré, mais... C'était par rapport à l'étude qu'on a utilisée. Alors, c'est pas précisé, c'est vrai, mais je pense que ça peut être général et ça dépend souvent plutôt de l'intervention qui est peut-être faite. Et c'était de savoir quand on était dans le groupe témoin d'une étude, est-ce que finalement on se retrouvait toujours à rester dans le groupe témoin ou est-ce qu'un jour on pouvait bénéficier Si l'efficacité est prouvée, je pense que ça tend en effet après à être mis en œuvre et donc du coup d'être intégré dans les pratiques soignantes. Et donc, finalement, de faire les patients et notre groupe témoin en bénéficier à long terme. Ok, parfait. Alors, j'ai l'impression que tu nous entends toujours, Sophie? Oui, je vous entends et en fait, je n'avais pas vu la longue liste de questions. Oui, j'y suis en train de les lire en même temps. Je propose peut-être avant, parce que je pense que on peut peut-être proposer à l'équipe de la réunion de présenter l'étude, parce que les questions qui sont posées seront, oui, elle va risquer d'y répondre. Oui. Seront valables pour les deux équipes et vous pourrez y répondre, parce qu'il y en a pas mal, à la fois des spécifiques et des plus générales. Donc peut-être l'équipe de la réunion, je vous laisse la parole. Est-ce que vous nous entendez bien déjà? Oui, mais vous n'êtes pas encore en plein écran. Oui, ça, je vais le faire tout de suite. Voilà. C'est bon? Vous nous entendez et vous voyez notre plein écran? Tout à fait, c'est parfait. Ok, super. Eh bien, bonjour à toutes et à tous. Donc, tout d'abord, je tiens à remercier Daniel Reynaud et les organisateurs, donc Sophie et Jean, de me donner l'opportunité de co-animer la seconde partie de ce webinaire paramédical qui porte sur les études quasi expérimentales. Donc, c'est vraiment un plaisir pour moi. Donc, pour commencer, je vais me présenter. Je suis Léa Bruno, médecin en santé publique et épidémiologiste, et je travaille depuis 11 ans comme méthodologiste au CHU de La Réunion. Moi, je suis Danielle Reynaud, donc je suis infirmière, cadre de santé. Je suis la coordonnatrice paramédicale de la recherche en soins au CHU de La Réunion. Voilà, donc tout d'abord, on va faire un petit tour rapide dans l'histoire pour situer le contexte des études quasi expérimentales. Alors, je vais utiliser l'abréviation QE tout au long du diaporama pour quasi expérimentale, c'était quand même plus court à écrire. Alors, à la base, donc, les études quasi expérimentales, elles ont plutôt été développées dans d'autres domaines scientifiques ou d'autres disciplines que la santé et la médecine. Donc, elles viennent plutôt des champs de l'éducation, des sciences sociales, de la psychologie, mais aussi des sciences politiques et de l'économie.
Donc, elles ont jusqu'alors été beaucoup moins utilisées dans la recherche en santé que les études expérimentales, donc, que l'on vient de voir avec Güllen et Gaël, ou les études observationnelles. Donc, ce sont souvent les grandes oubliées. On parle beaucoup des deux autres types d'études et un peu moins donc, de ce qu'il y a au milieu. Alors, la tendance de ces études dans la recherche en santé, elle est relativement donc récente, mais on voit en tout cas une utilisation croissante de ce type d'études en santé ces dernières décennies. Aujourd'hui, on peut dire qu'elles sont même devenues un pilier méthodologique pour évaluer l'impact des politiques de santé et des interventions de santé en conditions réelles et dans la pratique clinique courante. Alors, il faut savoir aussi que l'histoire qui a conduit au développement des études quasi expérimentales, elle est très différente de celle qui a conduit au développement de l'ECR. Donc, l'histoire de l'essai contrôlé randomisé a évolué de façon assez progressive au rythme des grandes avancées méthodologiques de la recherche médicale. Et donc, on est passé d'une situation où les chercheurs faisaient un peu ce qu'ils voulaient pour répartir les patients dans les groupes témoins et expérimentales à une attribution dite alternée. Donc là, on donnait le traitement à un patient sur deux pour enfin, au XXe siècle, arriver à l'attribution aléatoire du traitement, donc c'est-à-dire la randomisation que l'on connaît aujourd'hui. Par contre, les différentes études quasi expérimentales, elles ont vu le jour à des moments très différents et dans des perspectives scientifiques très différentes avec des interruptions importantes dans leur développement. Donc, pourquoi? Tout simplement parce qu'en fait, elles sont apparues dans des contextes précis et nouveaux en réponse parfois donc, à un changement de pratique ou de politique ou à une situation qui se produit naturellement sans que le chercheur ne puisse contrôler la répartition de l'intervention. Donc, on se retrouvait dans une impasse et il fallait faire preuve de créativité et trouver donc des solutions pour identifier les possibilités d'inférence causale sur l'efficacité de ces interventions. Alors, on a 3 exemples que j'ai retrouvés dans la littérature qui illustrent les origines anciennes et variées des méthodes quasi expérimentales. J'aborderai uniquement le premier exemple, puisqu'il est en lien avec la santé et puis assez connu. Les 2 autres exemples, un peu plus tardifs, sont en lien plutôt avec l'économie, en fait, et l'éducation. Alors, on peut dire que le premier exemple des prémices d'études quasi expérimentales remonte à 1854 avec John Snow, qui est d'ailleurs souvent considéré comme l'un des pères fondateurs de l'épidémiologie. Donc, c'était au moment de l'épidémie de choléra à Londres. À l'époque, on ne savait pas comment ça se transmettait, cette bactérie, et beaucoup pensaient que, en fait, c'était les miasmes, on parlait de miasmes, qui étaient présents dans l'air. Mais lui, John Snow, qu'est-ce qu'il a fait? Donc, il a comparé les taux de décès entre 2 quartiers donc de Soho qui étaient approvisionnés par 2 compagnies d'eau différentes, dont l'une avait changé récemment sa source d'approvisionnement, donc pour une source d'eau plus propre. Donc, il a comparé les différences de mortalité entre les 2 épidémies, celle de 1849 et celle de 1854 dans ces 2 quartiers. Donc, il y avait plus de décès en 1854 dans le quartier où la source d'approvisionnement en eau n'avait pas changé, ce qui suggérait une transmission du choléra plutôt par l'eau, donc contaminée. Donc là, c'était un exemple en fait de différence avant-après entre 2 groupes. Mais à l'époque, malheureusement, ce concept n'est pas devenu un pilier de la recherche en santé. Ça a plutôt été repris et développé en fait en économie sous l'appellation du modèle des doubles différences. Donc voilà, c'était juste pour illustrer un petit peu l'histoire des études quasi expérimentales. Donc aujourd'hui, l'essai contrôlé randomisé en double aveugle, contrôle avec un contrôle avec le placebo et avec une randomisation donc individuelle, c'est considéré voilà, comme le gold standard, comme la norme pour démontrer l'efficacité causale d'une intervention médicale ou en santé quand l'essai contrôlé randomisé est éthique et faisable. Mais justement, les études quasi expérimentales sont une bonne alternative méthodologique pour étudier quand même la causalité lorsqu'un ECR donc n'est pas réalisable en raison de différents facteurs que l'on va voir par la suite. Et puis, dans d'autres cas, les études quasi expérimentales peuvent être aussi la meilleure option car elles présentent des avantages bien spécifiques que l'on va voir aussi ensuite. Donc, pour commencer, une définition. Donc, quasi, ça veut dire qui ressemble, donc quasi expérimental, qui ressemble effectivement à une étude expérimentale. Et comme dans l'étude expérimentale, on va retrouver une intervention
qui est mise en place. Donc, intervention, que ce soit un programme, un traitement ou une politique de santé. Donc, intervention mise en place par un chercheur ou un politique, mais les participants ne sont pas attribués au hasard, au groupe expérimental ou au groupe témoin. Donc, ce qui définit l'étude quasi expérimentale pour beaucoup de chercheurs aujourd'hui, c'est cette absence de randomisation. Donc, la variable de regroupement, elle n'est pas manipulée. Une des variables les plus classiques que l'on ne peut pas manipuler, c'est le genre, par exemple, quand on souhaite comparer les hommes et les femmes. Alors, une autre façon aussi de voir les choses, c'est de dire qu'elle ressemble à une étude observationnelle. Et là, on retrouve la définition de King de 95, qui est aussi pas mal utilisée, et qui définit l'étude quasi expérimentale comme une étude observationnelle avec une variable explicative exogène, donc sous-entendu l'intervention, que le chercheur donc ne contrôle pas. Donc, elle se situe entre l'étude observationnelle et l'étude expérimentale. Elle emprunte certaines caractéristiques à chacun de ces deux grandes familles de design d'études. Mais par contre, par rapport aux études observationnelles, donc les quasi expérimentales, elles ont moins de risques que les biais de confusion faussent les résultats. Alors, quand est-ce qu'on les donc utilise? Tout à l'heure, je vous disais qu'elles étaient une bonne alternative quand un essai contrôlé randomisé n'est pas réalisable. Donc, elles sont très utiles dans les contextes où la randomisation, elle est peu pratique, contraire à l'éthique, voire impossible. Donc, quand est-ce que ça peut être contraire à l'éthique? C'est tout simplement quand on a un traitement qui est très efficace. Donc, par exemple, on peut imaginer un décideur politique qui aimerait s'intéresser à l'effet combiné donc, de l'ensemble des soins médicaux fournis aux nouveau-nés prématurés sur la mortalité. Et dans un essai randomisé, on serait obligé donc, de priver certains nouveau-nés de ces soins essentiels médicaux. Donc, ça serait moralement inacceptable. La randomisation, parfois, elle est impossible parce que les groupes sont préexistants à la recherche. Donc, un grand classique en santé publique, c'est quand les pouvoirs publics décident donc, du jour au lendemain qu'ils vont diffuser une intervention à grande échelle sur la France entière et après, ils demandent donc aux chercheurs de l'évaluer. Donc, je ne sais pas si vous vous souvenez de cette campagne de 2002 à 2007 avec le slogan « Les antibiotiques, ce n'est pas automatique », qui avait été lancée par l'assurance maladie donc pour réduire la consommation d'antibiotiques sur les infections virales en ville. Et donc, on avait demandé aux chercheurs d'évaluer, mais a posteriori cette campagne, en regardant donc les données de remboursement des antibiotiques. Donc, ils avaient lancé l'intervention avant la recherche. Autre exemple où la randomisation elle est impossible, c'est quand les groupes sont prédéfinis pour différentes raisons, qu'elles soient logistiques, organisationnelles, administratives ou autres. Et l'intervention, elle a lieu uniquement dans un territoire précis ou un établissement ou un service donné. Donc, par exemple, à La Réunion, on est l'un des départements français les plus touchés par l'insuffisance cardiaque. Donc, c'est un problème majeur ici. Et donc, on a le chef de service de cardiologie pour faire reculer la mortalité spécifique qui souhaite mettre en place notamment un programme de prise en charge multidisciplinaire ville-hôpital pour les patients insuffisants cardiaques puisque donc, visiblement, ce n'est pas optimal. Tout ça en collaboration avec les CPTS. Donc, vous savez, c'est les communautés professionnelles territoriales de santé. Mais il n'y a que la CPTS Nord de Lille qui travaille sur cette pathologie de l'insuffisance cardiaque. Donc là, le programme, il se déroule que sur le territoire de la CPTS Nord. Donc ici, vous voyez qu'on ne décide pas de façon aléatoire qui bénéficie du programme. Autre cas de figure, c'est parfois les interventions, elles sont introduites donc de façon brutale, une fois plus, et sur l'environnement. Donc l'intervention, elle ne se fait pas à un échelon individuel, mais à un échelon collectif, tout le monde est touché. Et là, on a l'exemple qui date un peu, mais à Hong Kong en 90, où le gouvernement chinois avait décidé de modifier en un week-end la teneur en soufre des carburants par une loi anti-pollution. Et là, ils avaient demandé ensuite aux chercheurs donc, de l'évaluer sur la santé respiratoire et la mortalité. Et puis parfois, ce sont les conditions naturelles qui vont définir directement nos groupes. Donc, si on s'intéresse par exemple à l'impact d'un cyclone, on en a souvent à La Réunion, sur la santé mentale et l'apparition d'un trouble de stress post-traumatique. Et bien là, voilà, on ne peut pas décider à l'avance quand aura lieu le cyclone et ce n'est pas vous non plus qui décidez qui habite dans une zone géographiquement durement frappée par le cyclone.
Donc, à contrario, dans certains cas, la randomisation, elle est possible, mais on a des contraintes. Donc, des contraintes financières, c'est coûteux de mener un ECR, il faut aller chercher donc, les financements. On peut avoir des contraintes de temps aussi. Pour les thèses, les mémoires, par exemple, c'est compliqué d'attendre les résultats d'un essai contrôlé randomisé. On peut aussi recourir aux études quasi-expérimentales quand on a des données qui sont déjà existantes à exploiter. Je vous parlais tout à l'heure des données de l'assurance maladie, par exemple, qui sont recueillies, donc quoi qu'il arrive, et qu'on pourrait utiliser. C'est possible aussi quand on veut évaluer les effets à long terme. C'est d'ailleurs davantage possible avec une quasi-expérimentale plutôt qu'avec le CR, puisque souvent, on a quand même une durée de suivi contrainte dans le temps avec l'essai contrôlé randomisé. Et puis, on peut aussi utiliser ces études quasi-expérimentales quand on veut générer des résultats non liés à la santé, tels que les conséquences économiques et sociales, et quand on a besoin aussi d'un très large échantillon pour répondre à la question de recherche. Donc, tout à l'heure, on disait que parfois, les études quasi-expérimentales, ça pouvait être aussi la meilleure option. Alors, pourquoi? Parce que le gros avantage qu'elles ont aussi, c'est qu'elles ne perturbent pas le contexte naturel. Donc, on reste dans la vraie vie, avec des conditions de vie réelles. On évite ce qu'on appelle l'artificialité, donc des essais contrôlés randomisés, qui déforment généralement pas mal le contexte parce que, voilà, comme on l'a vu tout à l'heure avec Guylaine et Gaëlle, donc dans un ECR, on a une sélection des participants avec les critères d'inclusion, etc. On ajoute des ressources humaines et financières pour la mise en place du traitement et il y a un suivi et une collecte des données, donc ça ressemble plus trop à la pratique courante. Donc, l'avantage qu'il peut y avoir, c'est que ça permet de savoir ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas dans la vraie vie. Et elle génère donc des preuves causales avec une validité externe qui est plus élevée que les études expérimentales. Un autre avantage des quasi-expérimentales, c'est que donc dans le cas de figure d'un essai contrôlé randomisé en ouvert, donc elles évitent les changements de comportement qui pourraient se produire pour les patients affectés donc dans le bras témoin. Donc là, il y a deux phénomènes qui peuvent se produire et qui peuvent fausser les résultats et menacer la validité interne de cette ECR. Donc soit les patients du groupe témoin, ils peuvent compenser parce qu'ils ne reçoivent pas l'intervention ou alors, à l'inverse, ils peuvent se démotiver. Donc, dans un programme, par exemple, dans une étude qui évaluera un nouveau programme sur l'activité physique, on peut imaginer que le groupe témoin pourrait se mettre quand même à faire du sport. Il va aussi bien ou mieux que ceux qui reçoivent l'intervention. Mais du coup, ça va réduire artificiellement la différence entre nos deux groupes. Ou à l'inverse, les témoins ils peuvent se sentir frustrés, lésés de ne pas bénéficier du traitement, être moins motivés et donc négliger leur suivi. Et là, ça peut accentuer artificiellement donc, la différence entre les deux groupes. Et enfin, donc un autre avantage au quasi-expérimental, c'est qu'on peut donc avoir une estimation de ce que l'on appelle donc la taille d'effet avec une présomption causale importante en contrôlant donc certains facteurs de confusion, ce qui fait qu'on génère au total des preuves grâce à ce type d'études qui ont une validité interne que je qualifierais donc de modérée, mais ça dépend du design quasi-expérimental adopté. Il y en a plusieurs, on en verra quelques-uns tout à l'heure, et une validité donc externe qui est élevée comme on l'a déjà vu. Voilà, donc pour résumer, vous l'avez compris, les études quasi-expérimentales, elles sont plutôt utilisées donc, dans le champ de la santé publique, de la prévention des soins primaires et on peut aussi voir certains designs quasi-expérimentaux comme des études aussi préliminaires ou pilotes à un futur essai contrôlé randomisé. Donc, c'est ce qu'on avait fait aussi à La Réunion avant de faire un ECR en cluster, donc qui évaluait l'efficacité d'un programme de prévention solaire chez les enfants délivré par une association donc dans les écoles primaires pendant l'année scolaire. On avait d'abord fait une étude avant-après pour mesurer les connaissances des enfants en matière de prévention solaire avec un questionnaire avant et après ce programme. Et puis, à l'inverse, elles peuvent aider aussi à combler le fossé entre les preuves d'une intervention dont l'efficacité aurait déjà été démontrée donc, par un essai contrôlé randomisé et sa mise en œuvre ultérieure en conditions de vie réelle. Donc là, c'est-à-dire on fait d'abord le CR et ensuite on fait la quasi-expérimentale pour voir si l'intervention marche dans la vraie vie. Donc, je vous ai mis une diapo récapitulative sur les points communs
en bleu, là, au milieu, et les différences qu'il peut y avoir entre les études expérimentales et quasi expérimentales. Donc, les deux partagent de nombreux objectifs. Elles permettent donc l'évaluation d'une intervention, de vérifier des hypothèses, d'établir un lien de causalité et de contrôler donc les variables de confusion. Alors, les inconvénients, par contre, de ce design, donc, c'est que la validité interne peut être faible, mais selon le design quasi expérimental adopté, les hypothèses pour établir la causalité sont invérifiables. Il y a cette absence de randomisation, donc comme on l'a dit tout à l'heure, un gros risque que les groupes ne soient pas comparables initialement et que les facteurs de confusion ne soient pas équilibrés entre les groupes. La mise en aveugle aussi des patients et des chercheurs, donc c'est rarement possible, surtout quand on utilise des données déjà collectées en routine. Alors, pour contrôler les facteurs de confusion et améliorer la validité interne, donc on peut user d'artifices comme l'appariement, comme l'ajustement statistique sur les facteurs de confusion avec des modèles de régression, d'ANCOVA. On peut utiliser aussi un score de propension. Le seul bémol, c'est qu'on ajuste uniquement sur les facteurs connus et surtout que l'on a mesurés. Donc, je vous ai mis un tableau récapitulatif là où on voit que les études quasi expérimentales, donc elles empruntent des avantages à la fois aux études observationnelles et aux études expérimentales. Donc, on peut dire que c'est un compromis entre les deux avec une rigueur méthodologique qui est intermédiaire et avec un compromis entre validité interne et externe. Donc, ça, je vous laisserai regarder à tête reposée. Donc, au total, avant de passer aux différents designs, on peut dire que donc ce design, il occupe une place unique dans le spectre des méthodologies de recherche. Il offre une alternative pratique et souvent nécessaire aux véritables conceptions expérimentales. Et bien qu'elle partage de nombreux objectifs avec donc, le CR, elle diffère dans leur approche, en particulier, vous l'avez compris, dans l'absence d'assignation aléatoire. Souvent, on dit que l'accent est mis sur le contrôle par la conception plutôt que par la randomisation. Ils peuvent compléter, mais pas remplacer l'essai contrôlé randomisé, notamment quand on doit obtenir des autorisations réglementaires pour la commercialisation, la vente de nouvelles technologies médicales. Donc, c'est désormais un outil indispensable dans l'arsenal du chercheur en santé, bien qu'encore sous-exploité pour l'inférence causale en santé publique et la recherche sur la mise en œuvre de programmes en conditions réelles. Donc, j'espère vous avoir un peu convaincu et on va désormais passer en revue donc quelques designs quasi expérimentaux avec leurs avantages et inconvénients et donc donner un exemple. Donc, il n'y a pas une étude quasi expérimentale en fait, mais il y a plusieurs designs qui peuvent d'ailleurs se combiner entre eux. Donc, on va parler aujourd'hui de 4 designs, mais voilà, ce n'est pas du tout exhaustif. Donc, les 2 premiers designs d'ailleurs dont je vais vous parler sont parfois appelés aussi par certains chercheurs designs pré-expérimentaux. Ça varie pas mal en fonction donc, des sources bibliographiques. Ce n'est pas évident la classification de ces études quasi expérimentales. Donc, en premier, on retrouve l'étude avant-après. Je vous ai mis les termes en anglais. Ça peut être utile pour vous quand vous faites votre recherche bibliographique. Donc, voilà, c'est pré-post-study ou before-after study. Ensuite, on a donc l'étude avec groupe témoin non équivalent. Ensuite, on a l'étude avant-après avec groupe témoin non équivalent. Donc, c'est la combinaison des 2 précédents designs. On parle aussi, parfois, vous avez peut-être déjà entendu ça, d'études avant-après, ici, ailleurs. Et donc, ça, c'est une forme particulière de ce 3e design où là, on a 2 groupes distincts géographiquement l'un de l'autre. Et enfin, on retrouve les séries temporelles interrompues. Donc, pour l'étude avant-après, donc on a une intervention qui a lieu chez un groupe de patients. Notre variable dépendante, donc, qui est notre critère de jugement principal, il est mesuré avant et après l'intervention. Donc, j'ai 2 points de mesure chez un seul groupe de patients. Donc, les avantages, là, c'est qu'on a un pré-test qui sert de point de comparaison, parce qu'on pourrait aussi avoir un cas de figure où on n'a qu'un post-test. Donc, ici, l'explication de l'effet du traitement, elle devient un peu plus plausible qu'un simple post-test. Ce sont des études économiques, on n'a qu'un groupe et 2 observations.
Les inconvénients, bien sûr, c'est qu'il n'y a pas de groupe contrôle. Donc, la grande question à se poser, c'est est-ce qu'il y a des changements au cours du temps au sein du groupe qui peut expliquer les changements observés du critère de jugement principal. Et là, on va retrouver donc les biais temporels qui peuvent menacer fortement la validité interne de l'étude. Donc, il y a le biais d'histoire. Donc, c'est un événement extérieur qui survient pendant la durée de l'étude et influence le résultat. Donc, dans notre exemple, par exemple, sur l'insuffisance cardiaque, si je n'ai pas de bras témoins, on peut imaginer qu'en même temps que mon programme, il y a aussi une campagne nationale de sensibilisation sur l'insuffisance cardiaque qui se lance, et d'ailleurs, ça a été le cas, au même moment que mon intervention. Donc là, je ne peux plus savoir si finalement c'est cette campagne ou si c'est mon intervention qui a fait de l'effet. Ensuite, on peut retrouver le biais d'instrumentation. Alors ça, c'est quand les outils ou les méthodes de mesure ont changé entre le pré- et le post-test. L'effet de test, donc le fait d'être testé plusieurs fois avec le même questionnaire, par exemple, effectivement, peut y avoir un apprentissage entre les deux ou au contraire une lassitude. Ensuite, on peut retrouver ce qu'on appelle le biais de maturation. Donc ça, c'est les changements naturels dus au temps. On vieillit tous au cours du temps. Il peut y avoir aussi des améliorations spontanées pour certaines pathologies. Et donc, ces changements naturels, ils peuvent influencer les résultats indépendamment de notre intervention. Et puis, il y a un dernier phénomène, c'est le phénomène de la régression vers la moyenne. Et là, c'est quand une première mesure, lors d'une première mesure, on a eu des valeurs très élevées, et une mesure ultérieure tendra à se rapprocher de la moyenne par hasard, même sans intervention. Donc, je vais passer la parole à Daniel, qui va vous présenter un exemple concret avec l'étude Saplet, et j'espère que ça vous plaira. Merci Léa. Donc, l'étude Saplet, c'est une étude mixte, multicentrique, puisque cette étude se mène actuellement en Guadeloupe et aussi à l'île de la Réunion. C'est une étude qui a été financée par l'appel d'offres Abidom, par le Chersi Soho. Et en fait, dans cette étude, dans l'étude mixte, la deuxième partie, il y a une partie quantitative, et cette partie quantitative concerne une étude avant-après. Donc, comme je vous disais, cette étude se fait dans 2 lycées, puisque notre population d'études, ce sont des lycéens de 15 à 19 ans. Et au total, pour l'étude, on a besoin de 200 lycéens. Alors, comment c'est mis en place, sur quelles données c'est construit cette étude? En fait, que ce soit en Guadeloupe ou à l'île de la Réunion, les indicateurs en santé sexuelle sont très alarmants. Par exemple, le nombre de grossesses chez les jeunes, c'est très élevé. Le taux de recours à l'intervention volontaire de grossesse, c'est aussi très élevé. La prévalence en infection sexuellement transmissible, elle est très élevée. Et en parallèle, il y a une utilisation qui n'est pas satisfaisante. Il y a une utilisation très faible des moyens de contraception. En parallèle, les jeunes, ils disent que les séances d'éducation à la sexualité en milieu scolaire, ça n'est pas adapté à leur actualité, puisque aujourd'hui, ils utilisent souvent des réseaux sociaux, les moyens pédagogiques sont un peu obsolètes. Mais l'utilisation des réseaux sociaux, comme vous le savez, il y a aussi de la mauvaise information. La littérature nous montre aussi que la peer education, elle est efficace. Et aujourd'hui, haut et fort, les jeunes, ils disent, nous, on a besoin d'approches innovantes et participatives pour améliorer nos connaissances sur la santé sexuelle. Il y a peu de données sur l'implémentation, puisque nous, on voulait mettre en place un programme d'éducation à la sexualité mené par des pairs et aussi via les réseaux sociaux. Et on avait peu de données sur ce dispositif en milieu scolaire. Donc, notre objectif, notre question de recherche était de savoir, est-ce que le programme d'éducation à la contraception par les pairs via les réseaux sociaux, est-ce que ce programme-là, il était faisable et pertinent pour améliorer les connaissances, les attitudes et les pratiques des lycéens? Comme hypothèse de recherche, on en avait 2 ou 3. Donc, la principale, c'était effectivement cette mise en place du programme, d'un tel programme de contraception dirigé par les pairs via les réseaux sociaux. C'était un programme qui est faisable dans les lycées de La Réunion et de Guadeloupe, avec des hypothèses sous-jacentes qui portaient sur l'acceptabilité de ce programme
et bien évidemment sur l'amélioration des connaissances, des pratiques en matière de contraception parmi les lycéens. Donc, je vous ai mis ici un peu le design de notre étude. Donc, on avait une première phase exploratoire qui est terminée, une étude qualitative qui a permis en fait de renseigner la troisième phase qui est ici, la phase qui est entourée en rouge, donc qui est notre étude avant-après. En fait, on s'est posé quand je suis venue voir les A pour discuter de cette problématique et de la possibilité de faire cette étude, donc on s'est dit quelle étude, quel design on allait adopter à ce programme qu'on voulait mettre en place. Donc en fait, nous, au départ, on voulait faire une étude pilote qui visait juste à tester ce dispositif, mais dans le sens où est-ce qu'il y aurait des changements observés entre le début et la fin du programme en matière d'amélioration de connaissances. Donc, c'était vraiment dans un contexte exploratoire. Par la suite, on s'est aussi posé la question de savoir est-ce qu'on pouvait faire un essai randomisé contrôlé. Il y avait très peu d'éléments pour le faire, puisqu'on avait retrouvé dans la littérature une seule étude qui avait été réalisée par une équipe écossaise sur l'éducation via les réseaux sociaux, mais c'était plutôt sur la santé sexuelle et plus particulièrement sur les CST. Après, la deuxième chose, c'était aussi que, éthiquement, ça nous posait problème dans le sens où si on faisait un essai randomisé contrôlé, sachant que c'est vraiment la problématique de contraception, elle est pour les jeunes en général, c'était difficile à nous de se dire, donc on va donner la bonne connaissance à un groupe de jeunes et l'autre groupe de jeunes ne pouvait pas avoir cette connaissance alors que c'était une problématique entière. Et le deuxième élément aussi qui nous a fait dire qu'on va faire un essai, une étude avant-après, on se disait les jeunes, ils allaient se parler, donc les connaissances allaient circuler, surtout on allait utiliser les réseaux sociaux. Donc c'était dans ce contexte-là, dans ce contexte d'innovation, donc c'était difficile de faire un essai randomisé contrôlé. La deuxième chose, c'était on voulait vérifier la faisabilité, donc l'étude pilote. Ça nous permettait aussi de voir le changement pour les individus, donc effectivement sur les connaissances, les attitudes et les pratiques, et aussi d'identifier s'il y avait des obstacles pour qu'effectivement on pourrait améliorer, si on faisait une étude de plus grande envergure par la suite, de pouvoir réajuster ce programme-là. Et dans la littérature, on avait trouvé qu'effectivement le design avant-après, c'était un design qui était retenu pour des études pilotes d'éducation à la santé ou de promotion de la santé sexuelle. Donc, c'est pour ça qu'on a tous ces éléments ont justifié le fait de faire une étude avant-après. Mais on s'est aussi posé la question comment on allait mener cette étude. Donc, on a essayé d'avoir un cadre de référence costaud pour bien mener le projet. Donc, on s'est basé sur le concept des sciences de l'implémentation et on a utilisé le guide de l'Organisation mondiale de la santé qui est intitulé Implementation Research in Health Protocol Guide. Je ne suis pas très bonne en anglais. Et donc, en termes de variables, on s'est basé sur la faisabilité, l'acceptabilité, l'adoption, la pertinence et la fidélité pour en fait poser nos objectifs pour notre étude. Comme vous l'avez compris, nous, on voulait évaluer les connaissances des jeunes avant, après cette intervention, mais il n'y avait pas non plus de questionnaire validé pour évaluer les connaissances des jeunes. Donc, nous, on s'est basé sur plusieurs études qu'on a retrouvées dans la littérature pour finalement créer le questionnaire qu'on allait faire passer aux jeunes avant de faire l'intervention et après avoir eu cette intervention. Donc, l'objectif principal de notre étude, c'était évaluer la faisabilité d'un programme d'éducation à la contraception mené par des pairs sur les réseaux sociaux auprès de lycéens. Et notre critère de jugement principal était le taux d'engagement des pairs éducateurs, puisqu'on a des pairs pour porter ce projet. Donc, s'ils avaient participé, on a un listing de tâches qu'ils devaient mener. Effectivement, sur ces 3 mois d'implémentation de notre programme, s'ils faisaient 70% des tâches qui avaient été listées, on disait qu'effectivement, on avait un bon taux d'engagement pour notre projet. On a posé aussi des critères secondaires. Donc, vous avez compris qu'on a fait le lien avec les sciences de l'implémentation. Donc, on a posé un objectif sur l'acceptabilité,
évaluer l'acceptabilité du programme d'éducation par les jeunes avec comme critère de jugement secondaire le nombre total de connexions sur notre plateforme parce qu'on utilise une plateforme qui s'appelle Sextuose. Est-ce qu'effectivement, il y avait le nombre de connexions par rapport aux réseaux sociaux et on va utiliser Facebook et Instagram, le nombre de likes qu'on aurait eu sur les publications. Et on passait aussi des questionnaires de satisfaction pour évaluer l'acceptabilité. Donc, le deuxième objectif secondaire, c'était évaluer la fidélité de cette implémentation. Donc, nous, on utilise un outil informatique qui s'appelle Trello et chaque père éducateur, ils ont un journal de bord qu'ils vont remplir pour leur semaine de connexion sur nos Facebook. Donc, on allait voir, on va voir si effectivement le calendrier allait être respecté par rapport aux publications sur les réseaux sociaux. Notre troisième objectif, c'était un objectif d'efficacité exploratoire. Là, à ce moment-là, c'était vérifier si effectivement on avait l'amélioration des connaissances et des attitudes pratiques en matière de contraception. Donc, c'était le questionnaire qu'on a construit à partir des articles qu'on a trouvés dans la littérature. Donc, effectivement, ce questionnaire était passé avant. L'intervention va se faire et après, on allait repasser le même questionnaire et vérifier par la suite, lorsqu'on faisait l'analyse des données, s'il y avait un changement par rapport à notre programme d'éducation par les pairs sur la contraception. Et le quatrième objectif secondaire était d'évaluer le niveau d'adoption du rôle d'éducateur, c'est-à-dire là, c'était un objectif spécifiquement dédié aux pères éducateurs. Donc, on allait voir s'il allait, parce que je ne sais pas si vous avez vu le design de tout à l'heure, il y a aussi une deuxième phase dans notre projet, c'était que nous, on leur apportait une formation sur la santé sexuelle et sur la contraception. Donc, via Classroom, c'est une formation en ligne, puisque effectivement, nous, l'équipe de Saint-Pierre, on peut pas se déplacer de La Réunion, on ne peut pas se déplacer sur la Guadeloupe. Donc, en fait, la formation sur la santé sexuelle et la contraception, ça se fait en ligne. Et donc, chaque semaine, moi, je mets des cours en ligne et on voit si effectivement les jeunes participent à la formation. Et on leur a aussi, avant de proposer cette formation en ligne, on a évalué leur niveau de connaissance et de compétences faire les questionnaires. Et en fin de formation, on va effectivement tester de nouveau leur niveau de connaissance à travers ce questionnaire. Si effectivement, par rapport à la participation à l'étude, si effectivement il y avait 70% de personnes qui avaient participé au cours et qu'on avait 80% de bonnes réponses au questionnaire, ben, le jeune, finalement, il pouvait passer à la phase de programmation. En fait, cet objectif numéro 4, c'était finalement pour qu'on se dise, effectivement, ce jeune, il est capable, en fait, de mener l'éducation à la contraception via les réseaux sociaux. Ben voilà, c'est une étude qui est en cours actuellement. On a déjà fait la première phase, on est en train de faire la deuxième phase. Et un article sur protocole a été publié. Donc, si vous voulez lire cet article-là, vous pourrez flasher le QR code. Je vous remercie. Je repasse la parole à Léa. Super, merci beaucoup Daniel. Donc voilà, pour terminer, on a bientôt fini. Donc on va juste vous parler des 3 derniers designs quasi expérimentaux. Donc dans le design, cette fois-ci avec groupe témoin non équivalent. Donc là, j'ai une intervention qui a lieu donc dans mon bras expérimental et on a un bras témoin où je n'ai pas d'intervention. Donc, les groupes ne sont pas équivalents puisqu'ils ne sont toujours pas randomisés. Et dans ce cas de figure, j'ai uniquement un post-test. Donc, si on reprend mon exemple sur le programme des patients insuffisants cardiaques qui a lieu donc, dans la CPTS Nord de notre île, et ben donc là, on va essayer d'aller chercher notre CPTS pour avoir un groupe témoin dans laquelle il n'y aura pas donc ce programme sur l'insuffisance cardiaque. Et puis ensuite, on peut aller comparer, par exemple, la mortalité spécifique après le programme pour ces 2 bassins de population grâce à des données existantes.
Donc, les avantages du design, de ce design, donc là, j'ai un groupe de comparaison, donc ce qui va augmenter la qualité des résultats. En revanche, la grande question, c'est est-ce que mes deux groupes, ils sont initialement comparables? Donc, est-ce que les gens qui habitent dans le périmètre de la CPTS Nord de Lille, par exemple, sont équivalents à ceux qui habitent dans l'Est? Et en termes de caractéristiques socio-démographiques ou socio-économiques, eh bien, rien n'en est moins sûr à La Réunion. Donc, il faut vraiment faire attention sur le choix du groupe témoin et essayer d'en trouver un qui soit le plus comparable possible. Donc attention, dans ce design, on peut constater une différence, mais voilà, on ne sait pas vraiment dire quelle est la cause et la raison, et la validité interne donc reste faible. Ensuite, le troisième design, donc c'est l'étude avant-après avec un groupe témoin non équivalent, donc qui est donc une combinaison des deux précédents designs. Donc si je reprends l'exemple sur la prévention solaire cette fois-ci, donc notre programme de prévention solaire, par exemple, il peut avoir lieu uniquement dans une classe et pas dans une autre. Donc je vais choisir l'autre comme bras contrôle et là donc je fais passer un questionnaire donc de connaissances aux élèves de ces deux classes en début d'année et à la fin de l'année, donc après le programme. Donc là, c'est quand même beaucoup mieux que les deux précédents designs puisqu'on a à la fois le pré-test, donc ce qui nous donne quand même un état de base dans les deux groupes. Et plus les groupes se ressemblent au pré-test, selon des variables qu'on juge pertinentes, et faut-il encore les avoir recueillies, mais donc plus la validité interne va être assurée. Et puis, donc j'ai aussi donc, ce fameux groupe témoin, même s'il n'est pas équivalent, on se dit qu'il y a certains facteurs environnementaux qui peuvent affecter les deux groupes de la même façon. Par exemple, un épisode de forte chaleur qui toucherait toute l'île et qui pourrait impacter les connaissances des enfants sur la prévention solaire. Voilà, comme ça impacte toute l'île, on peut se dire que ça peut impacter de la même façon nos deux groupes. Donc, on obtient une validité interne qui est modérée. En revanche, les questions à se poser, donc voilà, est-ce que l'intervention qui cause le résultat du critère du jugement principal ou est-ce la différence initiale entre mes deux groupes? Donc, j'ai mon pré-test qui peut me donner donc quand même des indications là-dessus. Et est-ce que d'autres facteurs pouvant influencer le critère de jugement sont similaires entre les deux groupes? Parce qu'il peut aussi y avoir une évolution différente entre mes deux groupes au cours du temps. Peut-être que j'ai une classe qui a un meilleur niveau scolaire que l'autre. Et enfin, donc, on a la série temporelle interrompue unique. Donc là, cette fois-ci, j'ai un seul groupe d'intervention, mais je réalise plusieurs mesures de mon critère de jugement principal avant et plusieurs mesures après l'intervention. Donc, par exemple, on avait fait une étude pilote sur l'intérêt de l'hypnose pour les assistants de régulation médicale au SAMU pour savoir si ça réduisait leur anxiété au travail. Donc là, on avait mesuré 3 fois l'anxiété avec l'échelle STYK sur 3 jours avant la formation et on avait remesuré sur 3 jours aussi l'anxiété avec la même échelle 2 semaines après cette formation. Donc, c'est aussi possible de décliner ce design avec un groupe témoin non équivalent. Vous avez vu, on peut combiner les choses. C'est souvent utilisé pour évaluer la réponse au traitement d'un patient. Donc, en avantage, la série temporelle interrompue, ça permet donc d'observer si on a une cohérence dans la tendance. Donc, la mesure obtenue, elle est plus précise et ça permet éventuellement de lisser des valeurs aberrantes. Donc, ça permet de minimiser les menaces à la validité interne. En revanche, l'évolution constatée, elle pourrait très bien être due à une simple évolution naturelle constante au fil du temps qui se produirait même en fait en l'absence de traitement. Voilà, là je vous ai mis une diapo récap avec les quatre schémas des 4 designs, la bibliographie et puis voilà, je vous remercie beaucoup pour votre attention et puis si vous avez des questions, n'hésitez pas. Non, on revient. Merci beaucoup. C'était vraiment passionnant. Je pense que vous avez répondu à pas mal de questions qu'on se pose en général parce qu'en effet, c'est sans du tout dénigrer. Au contraire, l'essai clinique randomisé contrôlé, vous avez montré qu'il y a de nombreuses situations dans lesquelles c'est pas applicable et même d'une certaine façon pas nécessairement pertinent.
Donc, selon les contextes. Donc, j'ai trouvé que c'était vraiment très complémentaire avec la première intervention où on va vraiment cibler une intervention précise chez une population bien déterminée en milieu clinique. Voilà. Et puis, dès qu'on touche peut-être d'autres types d'interventions ou en santé publique, on est souvent beaucoup plus ennuyé. J'ai vu du coup de tout à l'heure, il y avait énormément de questions finalement et aux participants qui ont posé ces questions, peut-être que vous avez trouvé les réponses dans cet apport complémentaire. Et il y avait également pas mal de questions concernant la réglementation. Et c'était pas tellement, même si on l'a abordé, l'aspect éthique, etc. Il y a d'autres webinaires ou d'autres apports par le GIR-CISO qui pourront répondre à ces questions, notamment comment on présente les consentements, comment la personne, quand il y a un ECR, risque de ne pas répondre parce que elle serait probablement pas elle est peut-être pas dans le droit interventionnel. Il y a des webinaires, on vous invite aussi les participants à vous inscrire à SOBPC pour les bonnes pratiques cliniques. Il y a pas mal de questions qui seront retrouvées par ici. Jean, je ne sais pas si tu peux. Juste pour compléter, déjà vous dire qu'il y a merci de vous dire merci moi et vous dire que tous les participants vous remercient beaucoup pour la clarté et pour ces belles présentations qui résumaient très bien ce qu'a dit Sophie, les enjeux des études randomisées et non randomisées, expérimentales, quasi expérimentales. Il y avait une question un peu, mais peut-être que les coordonnatrices paramédicales de la recherche qui sont là pourront répondre du coup sur la valorisation financière des paramédicaux qui participent et qui sont porteurs de projets de recherche. Qu'en est-il? Qu'est-ce qui se passe? Alors, on nous parle d'avancement hiérarchique, mais au moins, ou d'heures supplémentaires ou de primes. Est-ce que vous pouvez nous dire un peu dans vos établissements comment ça se passe peut-être ou comment c'est envisagé? Pour le CHU de La Réunion, finalement, depuis 2 ans, on a un temps dédié lorsque un paramédical en fait voudrait répondre à un appel à projet. Par la suite, sa lettre d'intention, elle a été retenue. À partir de ce moment-là, en fait, le coordonnateur de soins, donc il permet jusqu'à la rédaction du protocole de recherche. En fait, l'investigateur, il a une journée par semaine pour travailler avec moi, avec l'équipe de recherche, pour bien rédiger le protocole jusqu'au dépôt de ce protocole. Donc ça a été institué depuis 2 ans ici à l'île de la Réunion. Voilà. On n'a pas de rétribution financière, on n'a rien du tout, mais c'est quand même pas mal le temps que ça prend pour rédiger un protocole de recherche. Si on a une journée par semaine jusqu'au dépôt sur son temps de travail, je pense que c'est déjà aidant et ça motive les autres qui avaient peut-être un peu peur pour répondre à des appels à projets. Voilà. Et pour parler en fait de l'expérience du CHU de la Guadeloupe, alors l'idée en effet du passeport formation comme celui que vient de présenter Daniel, c'est celui en effet qu'on va proposer en effet aux chercheurs paramédicaux du CHU de la Guadeloupe. Alors s'il s'agissait d'une inquiétude formulée par un paramédical du CHU de la Guadeloupe, il y aura en effet du temps et en effet tout le monde soit rassuré parce qu'en effet l'accompagnement et l'essor de la recherche paramédicale constituent en effet des priorités aujourd'hui pour notre établissement. Donc, c'est vrai que pas de valorisation financière, mais je crois que les valorisations ne sont pas que pécuniaires. Et je crois que c'est la valorisation du travail d'équipe et la valorisation de son positionnement de soignant. Et je crois que c'est surtout ça qu'on va mettre en avant, donc en proposant en effet du temps dédié pour ça. Et tu l'as dit, Daniel, c'est du temps de travail et qui, du coup, finalement, qui ne va pas tomber dans l'absolu et dans l'oubli parce que toute cette démarche et tout cet accompagnement est vraiment porté par l'établissement. Félicitations déjà pour ces initiatives qui sont, je pense, en effet essentielles et qui ne sont pas encore universelles. Donc, franchement, bravo de pouvoir permettre ça aux professionnels de vos établissements. C'est génial. C'est vrai qu'il y a aussi, sinon, quand du temps, une fois un financement obtenu, du temps soignant qui peut être financé sur le protocole de recherche afin de libérer le paramédical des soins et peut-être prendre un infirmier en intérim, par exemple, ou des choses comme ça. Mais le temps que vous signaliez là, entre la LI et le protocole est majeur.
est long et dense. Et c'est vrai que c'est génial d'avoir cette opportunité-là. Peut-être pour conclure, parce qu'on arrive à 16 heures, je pense que ça mériterait, enfin, ce genre d'apport pourrait être renouvelé au cours de l'année, parce que il me semble que là, 1h30 pour couvrir à la fois les ECR et tous les types d'études quasi expérimentales, c'est un petit peu dense, même si c'était extrêmement bien fait. Je rappelle que oui, les supports seront disponibles, mais je m'adresse là plutôt aux méthodologistes. Quels conseils donneriez-vous aux paramédicaux qui ont envie de se lancer en recherche clinique dans le cadre de ces approches quantitatives? Est-ce qu'il y a des formations que vous leur conseilleriez? Ou alors ils viennent comme ça et puis ils apprennent sur le tas. Ouais, bah c'est vrai que pour l'instant, ils apprennent avec nous sur le tas. C'est vrai que après, bah voilà, toutes les ressources qui me semblent importantes à leur donner, que je peux avoir, bien sûr, on leur donne au fur et à mesure de l'accompagnement. Après, il y a les BPC, ça c'est normal, hein, c'est obligatoire. Ouais, c'est vrai qu'on leur dit pas forcément de s'inscrire, je sais pas si tu penses à certaines formations précises, à des DU, c'est vrai qu'on pourrait proposer. Il y a des DU de recherche ouais. portés par Bordeaux et Angers, là il y a la possibilité, mais le gros souci c'est que c'est un financement et je vous avoue qu'actuellement au CHU de la Réunion, on est en retour de l'équilibre financier, donc c'est un peu compliqué de demander des formations qui nécessitent un déplacement sur la métropole, dans l'Hexagone. À creuser aussi, peut-être il y a sur le module formation. Vous vouliez dire quelque chose, Guylaine, peut-être? Oui, j'ai pas grand-chose à ajouter à ce qui a été dit, mais justement par ce que j'ai vu, donc il y a cette possibilité de DU d'épidémiologie qui est proposée par l'ISPED, ça se fait à distance, même l'examen ça peut se faire à distance, donc pas besoin de se déplacer pour cela, donc ça c'est déjà une bonne base. Après il se pose la question du financement, donc pour le paramédico, il y a certainement il y a des jours de formation qui sont accordés et peut-être aussi le financement, donc ça c'est toujours à voir avec l'établissement, mais oui, il y a les formations qui sont proposées sur du GRC, hein, déjà de faire juste le BPC, ça, je trouve qu'on apprend pas mal de choses, ça c'est super. Et ensuite, il y a des MOOC qui sont vraiment bien faits. Hein. Donc, bien sûr, c'est sur la base de volontariat, son temps libre, ça permet d'avoir déjà une notion. Parce que je trouve ça bien qu'on a déjà une certaine base. Si l'intérêt est là, ça c'est la base de tout. Et après, si on se forme sur les bases de la recherche, c'est bien avant de vouloir se lancer. Donc, ça facilite pas mal de choses et après, se rapprocher des différentes cellules des CHU. Alors, pour ce qui est en effet de la formation et de l'accompagnement, je crois qu'il y a une vraie disponibilité, c'est vrai, des équipes hein, de la direction de la recherche avec la promotion et le suivi et l'accompagnement des investigateurs. Ensuite, les éléments en lien avec le développement de compétences sur la recherche sont inscrits dans notre plan de formation. Et après, pour ceux qui vont consulter en effet le webinaire, dans le support, il y a aussi donc, voilà, des recommandations avec les formations d'urgencie qu'on a citées et aussi des MOOC qui sont là. Mais je crois que, voilà, et puis bien évidemment, et je dis ça, mais je pense que le discours serait le même par les collègues de la Réunion, la véritable disponibilité des acteurs, donc déjà, voilà, donc de ne pas hésiter à revenir vers nous. Nous aussi, au CHU de la Réunion, il y a dans le plan de formation comme en Guadeloupe, on a tout ce qui concerne la formation sur la recherche documentaire, sur la recherche qualitative. Donc, il y a des experts de métropole qui viennent à la Réunion pour faire de cet enseignement-là. Donc, il y a aussi la recherche sur la formation sur evidence-based practice. Donc, il y a quand même des choses qui sont des formations qui sont inscrites sur le plan de formation du CHU. Donc, il y a la possibilité de se former. Après, je pense que le premier pas est difficile. Il faut avoir cette motivation de… Effectivement, c'est un peu dur, mais si on a envie et qu'on croit à son idée de recherche, on se lance et on y arrive. Hein. Dans 3 ans, il y aura toujours la valorisation du projet.
Encore Après, un ici, il y grand a quand même une disponibilité, comme en Guadeloupe, des équipes support pour… Puis des fois, je vois, c'est marrant, en arrière-plan, le petit cadeau. Et des fois, on a des cadeaux d'investigateurs paramédicaux. Ça, c'est un cadeau d'un investigateur paramédical. Donc, voilà. Enfin, en tout cas, on est vraiment disponible du mieux qu'on peut pour nos investigateurs. Moi, je travaille beaucoup avec Léa, donc j'ai appris beaucoup avec elle. Je trouve que c'est génial parce que ça nous montre que… Oh, pardon. Vas-y, Sophie. Non, pour cette note positive, c'est Oui, vrai voilà, qu'on c'est ça. demande souvent, enfin, la rétribution, c'est vrai qu'elle n'est pas que financière. C'est ça, il y a la passion aussi qui nous guide et puis des équipes sympas et l'idée d'apprendre, d'être curieux, voilà. Même si on n'est pas dans le monde des bisounours, mais ça fait quand même plaisir et vous illustrez parfaitement cet aspect-là. Donc, merci. Merci. Merci, merci. Merci beaucoup. Merci Bonne soirée. beaucoup. Merci à tous. Au prochain Bonne fin de webinaire. journée et au prochain webinaire. Au revoir. Au revoir.